Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Manuela, Manu et toute l'équipe, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir recevoir Madame Arlette Pujard qui va nous donner des éléments pour vous faire écouter et comprendre. Madame Arlette Pujard, mes respects. Bonsoir, Florent Grabin. Vous êtes la directrice du CNFPT, donc c'est le Centre national de fonction publique, et alors, le territorial, et vous avez de Martinique. Et vous avez en charge la formation de 16 700 cadres territoriaux, pas cadres, enfin, agents territoriaux. Déjà, les agents territoriaux que vous avez, ça constitue quel panel? Ça couvre quoi? Alors, nous avons en Martinique 17 000 agents territoriaux. Ce sont des agents qui travaillent dans les communes, 34 communes, dans les 3 intercommunalités, donc ASEM, Espace Sud et Cap Nord, également à la CTM, et aussi aux établissements publics, comme par exemple l'Office de l'eau, comme Odyssey, comme SMTVD, par exemple, où tous ces agents-là donc, viennent se former au CNFPT Martinique. Alors j'ai envie d'ajouter que le CNFPT est un établissement public national déconcentré. Il existe donc 18 délégations qui sont dans la France hexagonale et 5 délégations ultramarines, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Nous formons au niveau des Antilles-Guyane l'espace de coopération Antilles-Guyane qui regroupe donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et nous travaillons ensemble en coopération intelligente. Et la formation des élus, vous ne la faites pas? Le législateur n'a pas prévu que le CNFPT forme les élus. Néanmoins, nous pouvons les accueillir lors de nos séminaires, lors de nos grands événementiels aussi, s'ils le souhaitent, et s'ils désirent être mis en relation directe avec leurs cadres territoriaux. Connaissez notre côté taquin. Nous pensons que l'urgence, c'est de former nos élus. Alors, aujourd'hui, ils peuvent se former. Si le CNFPT ne les... C'est pas sur la compétence du CNFPT. Mais néanmoins, ils peuvent se former. Des organismes qui existent en Martinique, qui forment, qui assurent la formation de nos élus. Nous avons plutôt tendance à dire qu'ils sont très déformés. Majoritairement à plus de 90%. Souvent, je pense que la formation des élus est passée un peu sous silence, dans la mesure où ils considèrent, comme ils ont été élus par la population, ils sont légitimés par le vote. Ils considèrent aussi qu'ils n'ont pas besoin d'être au fait de toutes les actualités législatives et réglementaires, dans la mesure où ils sont entourés de cadres territoriaux dont c'est le métier. Oui. Et sans les défendre. Mais non, c'est pas. Voilà. Simplement, nous, on est dans la réalité du terrain. Nous les rencontrons régulièrement. Et il y a ce défaut de formation chez eux. Et la politique publique, quand on leur pose des questions, on tombe de l'armoire. Mais il faut dire que les mouvements législatifs sont nombreux. Il faudrait que tous les jours, pratiquement, un élu soit au fait de la veille juridique sur tous les champs des politiques publiques. Elles sont nombreuses. Et l'on voit que les compétences aussi sont effectivement tournées vers l'intercommunalité, tournées vers l'État. Et souvent, on a un peu le tournis. On ne sait plus qui fait quoi sur un territoire comme le nôtre. Là, on a nos cadres territoriaux. Alors ça se décline, donc c'est le DG. Directeur général des services dans une commune ou en intercommunalité. Ou même la CTM. CTM également, oui. DGA et autres. Et derrière, DGA, directeur général adjoint. Et puis il y a les chefs de bureau, chefs de service, ça se décline en fonction du projet de service. La politique publique se met en œuvre. Et une fois qu'un dossier est complet, bouclé, on remonte vers l'élu, qui très souvent vous dit « j'ai la légitimité du peuple » et mettre de côté ce qui a été fait par nos cadres. Et c'est ça qui fait que la Martinique n'avance pas. Alors je ne dirais pas de façon si catégorique, je dirais simplement que le cadre territorial est chargé de mettre en place les politiques publiques déclinées par les élus, en conseil municipal, en conseil communautaire ou en assemblée. Et le cadre doit montrer à l'élu toutes les possibilités, toutes les palettes possibles pour exécuter un projet, en tenant en compte l'aspect financier. Maintenant, il appartient effectivement à l'élu, aux commissions qui émettent un avis, à l'élu
aussi de prendre la décision finale qui lui appartient. C'est la décision politique. Politique qui lui appartient. C'est, j'ai envie de dire, la démocratie qui le veut. Le cadre ne peut pas imposer son point de vue, il est là simplement pour dire la réglementation et les limites de la réglementation. Une fois qu'il a fait, il a borné ce projet, qui est lancé, appel d'offres, nous, en face entreprise, nous soumissionnons et nous sommes retenus. Comment ça se passe normalement? Oui, ben, toute la déclinaison se fait jusqu'à ce que le marché soit concrétisé, exécuté. Et puis le paiement se fait au fur et à mesure du versement des différentes étapes. Et c'est là que naît le conflit entre les territoriaux et le privé. Il y a deux économies qui s'affrontent sur la Martinique. Alors, deux compréhensions de l'économie qui s'affrontent. Oui, alors j'ai eu à travailler la question avec autant d'entreprises. Donc c'est une association, donc il y a des membres, c'est chefs d'entreprise, et j'ai été interrogée sur la longueur justement du traitement des dossiers, traitement des factures et paiement des factures. Et il m'a été demandé si nous ne pouvions pas intervenir auprès des collectivités pour travailler cette question-là justement à l'aune des difficultés rencontrées par les collectivités. Ce que nous avons fait, et nous avons mis en place ce qu'on appelle un rôle café. Nous avons réuni autour de table ronde des cadres sur la même table que les chefs d'entreprise, et ils ont travaillé pendant une matinée sur des thématiques différentes. Et on s'est aperçu simplement qu'il y avait des clichés de part et d'autre, comme il y a des clichés aussi public-privé, il y a des clichés privé-public, et nous avons essayé de déconstruire tout cela. Et nous avons constaté que sur un petit territoire comme le nôtre, micro-territoire, 1100 km², nous avions intérêt à travailler ensemble, à nous écouter pour nous comprendre. Et ce qui a été fait, sans, je veux dire, il y a eu quelques difficultés quand même, puisqu'il y a une relation un peu heurtée, je dirais, entre les deux secteurs public-privé. On a réussi à déconstruire tout cela, on a mis les choses à plat, et on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut de connaissance, simplement, et nous avons mis en place des formations, agents territoriaux, agents de trésorerie, qui souvent ne travaillent pas ensemble, ils travaillent les uns un peu contre les autres. Et qui ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, on les a mis ensemble, ils se sont découverts, et ils ont appris à travailler ensemble. Ils ont été formés également. Et la DRFIP a assuré cette formation. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des communes qui sont vertueuses en Martinique. Contrairement à ce que l'on croit, tout le monde n'est pas dans le rouge. Et les communes vertueuses sont venues montrer les procédés retenus pour accélérer le paiement des factures. Alors, ce n'est pas simplement une question de volonté, c'est souvent une question d'organisation aussi, au sein de la collectivité, bien s'organiser. Et de disponibilité de trésorerie. Mais organiser tout cela de façon à ce qu'au bout de la chaîne, l'entreprise reçoive son paiement en temps et en heure. Alors souvent, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ne souhaitent pas faire remonter leurs difficultés auprès de l'exécutif, de crainte de ne plus avoir accès à la commande publique. Mais ça, je veux dire qu'il faut quand même faire remonter les difficultés pour que l'exécutif soit conscient de ces difficultés. Si on ne dit rien, on passe sous silence ces difficultés, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, on a mis tout cela en place. Je ne dis pas que tout est réglé, c'est un travail de longue haleine, mais on a bien commencé et on va aller jusqu'à la qualité comptable. La qualité comptable, vraiment, ce serait le summum, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu les derniers de la classe en Martinique. J'ai envie d'ajouter que les jeunes font aussi des remontrances aux chefs d'entreprise. Quand un jeune cherche un emploi, il écrit, il n'a aucune réponse. Il demande un stage, aucune réponse. Un contrat d'apprentissage, aucune réponse. Donc il faut aussi que des efforts soient faits de ce côté-là. Pour notre jeunesse, les communes ne peuvent pas absorber tous les demandeurs d'emploi, ni tous les demandeurs de stages. Et les jeunes ont besoin de ces stages pour arriver à obtenir leur diplôme. Et souvent, ils sont désespérés, ils sont obligés de partir dans l'Hexagone, malgré eux. Et après, on dit, la Martinique se dépeuple. Il faudrait que les chefs d'entreprise fassent un effort aussi pour les accueillir, parce qu'ils bénéficient d'aide de l'État pour accueillir des jeunes. C'est là, disons, c'est le résultat. Parce qu'en fait, lorsque nous regardons, nos communes ont mené une politique de recruteurs. Ils embauchent à tout va. Quand nous regardons les budgets, le budget de fonctionnement, il est très lourd par rapport au budget investissement. Et quand finalement, nous, en face entreprise, on ne reçoit pas les sommes qui sont signées, c'est pas pour défendre des entrepreneurs. Nous condamnons ce phénomène. Il faut permettre à tout un chacun de pouvoir exister. Mais quand il a fait avant la paye, vous n'avez aucune autorité quand vous n'avez pas fait les salaires. Alors j'ai envie d'ajouter que, contrairement à ce que l'on pense, un cadre territorial, il a aussi dans sa famille des chefs d'entreprise.
Donc il sait. Il n'est pas inconscient au point de dire le dossier est de côté, tant pis pour chef d'entreprise. Non, tout le monde, on a un petit territoire, tout le monde se connaît, tout le monde a des cousins, des cousines, des parents qui sont chefs d'entreprise. Donc ils sont conscients de ça. Maintenant, on peut ne pas arriver à réduire la durée de paiement, mais on peut essayer d'accélérer de notre côté. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Compte tenu du fait. Il n'y a pas une volonté du cadre territorial de bloquer le paiement des factures. Il paye en fonction de la trésorerie. Voilà. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que nous avons eu un payeur en Guadeloupe qui a préféré quitter la Guadeloupe parce que nous sommes le seul territoire de France et de Navarre à payer par ordre de priorité. Il faut taper sur le dos de l'élu, taper sur le dos du copain qui fait les mandats pour être payé pour l'exécution des travaux ou pour la vente de matériel et autres. On ne se fait pas taper sur le dos. Et c'est ça toute la catastrophe. Et derrière, le relais n'est pas pris par les banques. Il y a une loi qui existe, la loi d'Aï. Mais nombreuses sont les banques qui refusent d'appliquer la loi d'Aï. Alors, au niveau de la formation, nous formons les directeurs financiers, les directrices aussi. Donc, à ce niveau-là, tous les cadres territoriaux, sur la technique, sont, j'ai envie de dire, imprenables. Ce n'est pas une affaire simple. Gérer une entreprise, c'est déjà pas simple. Et gérer une collectivité où on sait que, bon, si d'aventure l'élu ou le patron, c'est lui le patron de la maison, si d'aventure il essaie de s'imposer, il y a, passez-moi l'expression, un caca nerveux qui se fait en interne, il y a une grève et autres, et finalement, tout est bloqué. Et c'est là où nous interpellons nos cadres territoriaux, nos élus, nos entreprises, tout le monde, pour se dire que nous sommes dans un même bateau. Tout à fait. On parle de simplification des procédures administratives, souvent, mais dans la réalité, il est très complexe de créer une entreprise, déjà. Et lorsqu'elle est créée, lorsqu'on a des factures, il faut les déposer sur une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. Et souvent, l'entrepreneur, qui est souvent seul, le petit artisan qui est souvent seul, ne sait même pas comment déposer une facture sur Chorus Pro. Donc là aussi, il y a un effort d'accompagnement à faire. Donc il faut que la commune aussi accompagne les chefs d'entreprise. La Chambre de commerce le fait, mais les communes aussi doivent le faire sur leur propre territoire, pour aider justement l'entrepreneur à déposer au plus vite sa facture sur Chorus Pro. Plus il aura déposé vite, plus il sera payé. Alors souvent, ils envoient toujours la facture papier. Or, c'est plus nécessaire d'envoyer par papier. Sur le problème de la dématérialisation, a pratiquement coincé. Je connais un tas d'entreprises devant un ordinateur qui sont exactement comme un chat devant une télé. Impossible de changer de chaîne. Et là, pour l'instant, au niveau de nos collectivités, on a pu au moins simplement basculer vers cette formule en oubliant la réalité locale. Est-ce que ça, vous avez pensé à ça ou modifié cet élément-là? Oui, mais nous ne sommes pas au fait de ces modifications-là. Elles sont imposées. Hein. Elles sont imposées. La plateforme Chorus Pro a été imposée par l'État. Nous n'avons pas eu à donner notre point de vue. Donc, nous ne faisons que former les directeurs financiers aux évolutions législatives. Lui, il est formé. Oui. Mais en face d'entrepreneurs. La Chambre de commerce, normalement, en contrat d'entreprise, il y a plusieurs partenaires qui sont censés former et informer leurs membres, leurs mandants. Et quand on regarde la taille d'une entreprise ici, on est très souvent à deux. Donc à quel moment on fait le boulot, à quel moment on est formé? C'est ça, toutes ces contradictions que nous avons en Martinique, qui fait que nous avons tous ces conflits. Combien de ceux qui ne savent pas qu'il faut pouvoir déposer les décomptes avant le 18 décembre pour être payé dans le premier trimestre? Combien de fois on s'est battu pour ça, on continue à se battre. Autrement, les factures déposées après le 18 sont payées à partir du 1er avril. Et pendant ces 3 mois-là, catastrophe. Alors quand on se lance dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, on n'a pas de diplôme particulier. On décide d'être entrepreneur, simplement. Et il faudrait normalement suivre une formation, notamment la gestion d'une entreprise, qui permettrait de connaître tout ce qu'il faut savoir dans le domaine des finances. Les relations bancaires, par exemple. Le problème, il est simple. Hein. On devient très vite entrepreneur martinique. Hein. Est-ce qu'on le reste? Est-ce qu'on le reste longtemps? On ne reste pas longtemps. Et pour résister longtemps, si on n'a pas une parfaite connaissance juridique pour faire face,
catastrophe. Hein. Alors, il y a pourtant la chambre de commerce qui permet aussi aux entrepreneurs d'avoir des services. Il y a la chambre des métiers et de l'artisanat. Il y a quand même des acteurs qui sont là. Mais souvent, l'entrepreneur n'a pas le temps. C'est une question de temps aussi. S'il est sur un chantier, il ne peut pas être dans un bureau. Temps, disponibilité et tout. Tout à fait. Et puis, on a l'autre facteur qui a sévi très fortement en Martinique. Nous arrivons avec un projet, nous le faisons expertiser. Finalement, on est découragé, on ne voit rien arriver, et puis on voit son projet réalisé par un autre. Il y a de quoi faire sauter tout le monde par la fenêtre. Oui, parce qu'on ne sait pas souvent protéger son projet. On ne sait pas que ça existe et on ne protège pas. Voilà. On a eu beaucoup de cas comme ça. Oui, ici. oui. En termes de protection, on a beaucoup de cas. Là, en termes de, je dirais, de résultats sur le terrain, parce que vous faites la formation. Nous, on regarde souvent travailler les cadres territoriaux, pas les cadres d'enfants, les territoriaux, ça s'appelle les territoriaux. Et quand on voit les résultats sur le terrain, on s'interroge. Alors, je dirais que souvent on oublie qu'un agent territorial, il est partout, dans toutes les politiques publiques. N'oubliez pas que depuis le ventre de la maman, depuis la PMI, c'est un agent territorial qui prend en charge la maman, la femme enceinte, jusqu'au décès, j'ai envie de dire, au service funéraire des communes. Donc, un agent territorial, de la tétine de cercueil. L'agent territorial, il est partout. Et j'ai envie de dire aussi que de la maternelle à l'école primaire, il y a des agents territoriaux partout. Police municipale sont des fonctionnaires territoriaux. Les pompiers sont des fonctionnaires territoriaux. On oublie tout cela. La sécurité, c'est aussi ça. Et nous formons les policiers municipaux, nous formons les sapeurs-pompiers professionnels, nous formons également les médecins, les infirmières. Il y a plus de 230 métiers répertoriés dans la fonction publique territoriale. Vous avez à la fois des ingénieurs, vous avez des médecins, vous avez des chefs de service, vous avez des directeurs financiers, des urbanistes, des personnes qui travaillent dans l'environnement. Aujourd'hui, on n'a pas à rougir dans la fonction publique territoriale. Nous avons des cadres qui réussissent à des concours au niveau national, très facilement, et qui sont nommés, qui sont sur des postes en Martinique. Il y a également des collègues martiniquais qui sont en poste dans l'Hexagone. Et le travail qu'ils font est d'un très bon niveau. Je crois qu'on n'a pas à rougir dans la fonction publique territoriale. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un certain nombre d'agents de catégorie C qui ont été recrutés dans les années 50 et qui n'ont pas eu de qualification particulière et qui ont surtout aidé les maires à construire leur chantier sans avoir besoin d'une technicité particulière. C'est les anciens ouvriers agricoles, les anciens ouvriers du BTP qui ont été recrutés dans les mairies directement, que nous formons également. Mais il faut dire que certains sont en situation délicate parce qu'ils sont en situation d'illettrisme et le cachent aussi. Donc quand ils veulent bien venir au CNFPT, eh bien on arrive à les former. On a mis même en place un numéro vert qui permet à ces agents de téléphoner en toute discrétion et d'expliquer leur problématique. Et au bout du fil, ils ont un conseiller formation, qui est un cadre pédagogique, qui va les orienter. Il va leur permettre justement, non pas d'apprendre à lire et à écrire comme à l'école, de façon très scolaire, mais d'apprendre en fonction du métier qu'ils exercent. Par exemple, si c'est un agent qui travaille sur le champ des services techniques, on va lui faire découvrir tout ce qui est, s'il a une débroussailleuse par exemple, où il doit mettre des mélanges d'huile et d'essence, on va lui apprendre à faire le calcul. Justement. Faire le dosage. Dosage, voilà. On va lui apprendre à être autonome. Et une fois qu'il va commencer à être autonome, à pouvoir calculer, à faire lui-même, il prend confiance en lui. Et souvent, on a des cadres qui sont, j'ai envie de dire, aigris, comme on dit chez nous, entre guillemets, parce que justement, ils sont mal dans leur peau, ils ne sont pas reconnus, parce qu'ils n'ont pas justement eu un cursus scolaire normal, classique. Et ces agents-là, il ne faut pas les rejeter. Ce sont des Martiniquais aussi, et il faut qu'ils arrivent à la retraite, j'ai envie de dire, en étant dignes, en sachant au moins lire et écrire, en sachant ouvrir leur fiche de paye et lire la somme qu'il y a. Et souvent, on les laisse un peu de côté, parce que justement, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et ceux qui sont peut-être arrivés, comme on dit chez nous aussi, à la tête, regardent avec condescendance ceux qui sont en bas. Mais ils ont besoin de ceux qui sont en bas pour travailler. Donc on a besoin de tout le monde dans une collectivité. Et j'aime à dire qu'à bord d'une yole, on a besoin de tout le monde a sa place. Dans une collectivité, c'est pareil. On a besoin de tous les agents. Et on a besoin, par exemple, de la personne qui passe à serpillière, comme de celle qui va ouvrir la porte le matin.
Si votre bureau n'est pas nettoyé, vous ne pourrez pas travailler non plus. Donc il faut prendre conscience de ça. Il y a des maillons de la chaîne partout. Et la formation, c'est un pilier, justement, c'est un levier qui permettra un développement de compétences. Quand, par exemple, on a introduit les ordinateurs dans tous les services, beaucoup d'agents étaient réfractaires. Parce que pour eux, c'était un changement radical. C'est un espion. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas arriver. Et au fur et à mesure, on les a formés. Aujourd'hui, tout le monde est face à un ordinateur et arrive à s'en servir et voit l'utilité de l'ordinateur aussi. Donc il y a des évolutions palpables qui sont indispensables dans la fonction publique. Je prendrai l'exemple également d'un agent d'accueil. Aujourd'hui, un agent d'accueil, on lui apprend la langue des signes, la langue sourde, comme on dit. S'il a à recevoir une personne en situation de handicap malentendante, il pourra au moins lui dire bonjour. Même s'il ne tient pas une conversation entière avec la personne, il pourra au moins l'accueillir correctement. Et l'accueil, c'est la vitrine de la mairie. Quand on accueille correctement les habitants, les citoyens, eh bien, c'est une personne qui est satisfaite du service public. Et on a fait ce travail-là, qui est un travail vraiment pas à pas. Et on est arrivé petit à petit à avoir des services d'accueil performants dans nos collectivités, que ce soit accueil physique ou accueil téléphonique. Donc vous voyez, chaque métier a une particularité et répond à un besoin pour la population. Les collectivités, elles sont vraiment dans le service public. On l'oublie souvent. Ce sont des missions de service public qu'elles rendent à la population. Donc il faut avoir en face des agents qui sont formés, qui suivent aussi les évolutions. Par exemple, on a eu à former les agents du service urbanisme. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. À partir du 1er janvier 2022. Il a fallu anticiper. C'est un an avant qu'on a préparé tous les agents qui travaillent dans les services urbanisme. Pour qu'aujourd'hui, de chez vous, vous puissiez faire une demande de permis de construire. Auparavant, il fallait se déplacer, déposer des pièces, revenir 3 fois, on perdait votre dossier. Là, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Vous avez un accusé-réception. Votre dossier, il est là, vos pièces sont à l'intérieur. Donc, c'est un gain de temps pour la commune, pour l'usager aussi. Sans la formation, on n'aurait pas pu réaliser cette politique publique. Donc, dans tous les champs, tous les métiers, on a besoin de formation. La formation est indispensable. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des cadres dans toutes les communes qui sont formés, dans tous les secteurs, et qui sont performants. J'en veux pour preuve des récompenses nationales. Le mois dernier, le mois de novembre, il y a eu, par exemple, le prix Territorial d'or remis à la ville du Lamentin pour un projet expérimental mené qui a eu une récompense nationale. Pourquoi ? Parce que la mairie du Lamentin a mis en place une récupération d'ordinateurs dans l'ensemble de ses services avec des jeunes en situation d'insertion et a redisposé ces ordinateurs dans les associations, vers le public défavorisé. Et c'est un travail qui a été reconnu au niveau national. Donc nous avons une compétence. Nous nous plaignons souvent, mais nous sommes capables de faire beaucoup de choses à Martinique. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas assez dans l'écoute, comme on dit, et on n'est pas aussi dans l'accueil de la réussite. Et on est surtout dans la critique. Mais on fait des choses qui sont très bien, et on a des agents territoriaux qui sont des agents qui sont investis. Et quand je dis que certains cadres partent chez eux avec des dossiers pour travailler après chez eux le soir, assez tard, souvent on me regarde avec de gros yeux, je leur dis oui, il y a des agents qui sont investis dans leur mission, qui considèrent qu'ils ont participé au développement de la Martinique aussi, comme chefs d'entreprise, comme d'autres acteurs sur le terrain. Parce qu'eux, ils sont investis, parce qu'ils savent que le travail qu'ils vont donner va permettre de développer une politique publique. On a tous ces efforts-là qui se font, tous ces services qui se mettent en place gentiment, mais finalement, tout ça est détruit en partie par le virus, le Covid. Lorsque nous, administrés, on appelle une collectivité, il n'y a personne au bout du fil. Ah non, alors là, je ne suis pas d'accord du tout. C'est ce qu'on entend. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que pendant la pandémie, au contraire, nous n'avons jamais arrêté de former les agents. Nous sommes passés la formation, en distanciel. Je parle de ceux qui sont en œuvre. Alors, il y a eu le télétravail qui a été mis en place. J'en veux pour preuve, lorsque les travailleurs des hôpitaux ont été contraints de travailler à l'hôpital, les enfants des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, qui s'en occupaient ? Eh bien, les agents territoriaux dans les écoles. Malgré le Covid, on les a formés justement pour ne pas avoir peur du Covid. Oui. En amont, on les a formés aux gestes qu'il fallait faire, de protection. On les a formés aussi sur le plan psychologique pour ne pas avoir peur du Covid. Et ils sont occupés des enfants pendant toute la pandémie. Ça, personne ne le voit. Ce sont les travailleurs de l'ombre, comme on dit. Ils ont travaillé. Les agents qui ramassent les déchets
Ils étaient là aussi au travail. Personne ne les voyait. Ils ont travaillé. Il y a une continuité du service public. Le service funéraire a continué à fonctionner. Et là, je peux vous dire qu'ils ont travaillé. Parce que vous connaissez le nombre de décédés que nous avons eus. Ils ont continué à travailler. Donc je veux dire que tous les cadres ont continué à travailler. Ils n'étaient pas en vacances. Il y a eu le télétravail pour ceux qui étaient équipés, parce qu'il fallait quand même avoir des ordinateurs, à pouvoir mettre à disposition des ordinateurs pour les agents. Certains ont pris leurs ordinateurs personnels pour travailler. Il y a eu une continuité du service public qui a été assurée. Alors bien sûr, il y a des failles partout. Il y a des petites communes qui n'ont pas eu les moyens d'acheter des ordinateurs pour mettre à disposition, qui ont dû fermer, mais il y a eu un travail qui est fait. Il y a eu par exemple des groupes WhatsApp de créer. Les chefs de service ont créé des groupes WhatsApp pour avoir des communications avec leurs collaborateurs. Il y a eu des choses qui ont été faites. On n'a pas fermé toutes les mairies. Toutes les mairies n'ont pas été fermées. Il y a eu vraiment des permanences qui ont été tenues. Alors bien sûr, il y a eu des cas peut-être où les agents eux-mêmes étaient malades. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d'agents étaient malades aussi. Et il y a eu ce qu'on appelle les aidants. Il y a beaucoup d'agents qui étaient aidants eux-mêmes, qui s'occupaient de leurs propres parents. Donc j'ai envie de dire qu'il y a eu un circuit de mise en place. Il y a eu peut-être un moment de latence quand le Covid est arrivé brutalement. Et après, les communes se sont organisées. Il y a eu la mise en place, par exemple, nous l'avons fait, on a mis en place des cellules d'écoute pour que les agents qui sont en situation de détresse puissent parler, puissent vraiment confier leurs difficultés. Et au bout du fil, il y avait des professionnels, des psychologues, qui ont accompagné ces agents-là et qui ont remonté un peu le moral pour leur dire il faut retourner au travail parce qu'on a besoin de vous, vous êtes dans le service public, on a besoin de vous, les habitants ont besoin de vous. Ça n'a pas été simple, je ne dis pas que ça a été simple, mais il y a eu une continuité du service public assurée. Le sentiment qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a la conviction, en prenant son téléphone, ça fait déjà 1 heure que vous appelez, personne ne décroche, on a le sentiment que la personne de l'autre côté a peur d'attraper le Covid par téléphone, donc il ne touche pas au téléphone, ne veut pas être en contact avec le public, et on est très surpris le soir, comme on dit chez nous, c'est mon qui a fait l'avocat dans la soirée. Ça, c'est une réalité qu'on a subie. On ne généralise pas. Oui. Mais là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent, qui subissent ce phénomène d'absence de réponse au bout du fil, dans beaucoup de services. Alors, j'ai envie de dire que si j'appelle les impôts, aux impôts, c'était fermé. C'était fermé. Il n'y avait effectivement aucun contact. La CAF était fermée, c'était fermé. Mais les collectivités sont restées ouvertes. Elles ont assuré une permanence. Il y a une permanence au moins. Voilà. Pendant la grosse crise. Voilà, oui. La crise est passée. Aujourd'hui, tout fonctionne. Toutes les communes sont ouvertes. Les communes sont ouvertes aujourd'hui. Toutes les intercommunalités sont ouvertes. Le fonctionnement a repris. Je vous invite à prendre un autre téléphone que le vôtre pour appeler ces services-là. Moi, je me rends en collectivité, je vois que mes collègues sont au travail. Oui. Autre chose, il y a une réalité qui est là. Au niveau, quand nous discutons avec nos cadres territoriaux, on est en Martinique, c'est un tout petit pays, on se rencontre tout le temps. On sait ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous constatons une chose, c'est qu'ils sont très, très, très loin d'être prêts pour la question du réchauffement climatique et des conséquences sur la Martinique. Est-ce que au SMTPT, il y a une formation de prévue et de lancée sur ça? Alors j'ai envie de vous dire que une semaine après la sortie du rapport du GIEC, le groupement international des experts pour le climat, nous avons fait un webinaire sur ce thème-là. Donc tous les cadres ont été informés en temps et en heure. Nous anticipons même la sortie de façon à ce que tout le monde soit informé. Maintenant, il faut dire que de nombreuses collectivités travaillent sur le champ. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait transition écologique. Les collectivités travaillent déjà sur ce champ-là, avec des cadres qui sont formés, qui sont diplômés et qui sont aguerris. Et j'en veux pour preuve des groupes qui échangent aujourd'hui avec les services de l'État, avec les acteurs de terrain, parce qu'on ne travaille pas seulement dans l'entre-soi territorial, on ouvre aussi sur les acteurs du territoire. Et de la Caraïbe aussi, on travaille aussi avec la Caraïbe. Et j'en veux pour preuve des cadres qui sont pointus et qui montent des projets très intéressants. Et j'ai envie de dire que j'ai visité il n'y a pas très longtemps le Dôme, qui se situe au Prêcheur. C'est une opération menée par Cap Nord. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un chantier exceptionnel. Ce sont de jeunes femmes, de jeunes ingénieurs en environnement qui ont monté ce projet, qui sera très, très prochainement ouvert au grand public.
Et c'est un projet exceptionnel à Martinique. D'autres projets, Cap-Nord toujours, dans le Nord, au Lorrain, où on aura des espaces tournés vers tout ce qui est ODD, Objectif de développement durable. Et là aussi, ce sera exceptionnel pour la Martinique. Il y a des recherches qui sont entreprises sur les Amérindiens, par exemple. C'est une partie de notre histoire que l'on occulte, parce qu'on ne connaît pas. On s'est focalisé sur l'Afrique, alors qu'on a un héritage amérindien que l'on méconnaît. Donc, Cap-Nord a fait un travail remarquable sur le champ de l'environnement, de l'écologie, des transitions, qui est justement à écouter, peut-être pour mieux comprendre, mais qui n'est peut-être pas assez porté à la connaissance du grand public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on critique toujours, mais on ne connaît pas, pourtant le territoire est restreint, on ne connaît pas tout ce qui se passe en Martinique. Et je peux vous dire que le travail se fait, et le travail vraiment est de très haut niveau. On a un jeune archéologue martiniquais qui est en poste depuis 3 ans à Cap-Nord, et qui fait un travail fabuleux, et il est seul. Voilà, il est seul. Alors qu'au départ, on n'avait pas d'archéologue à Martinique. On en a un aujourd'hui. Et on met en place, nous, au CNFPT maintenant, des formations à la découverte de tout ce qui est expérimentation sur les fouilles archéologiques. Et c'est extrêmement intéressant pour notre propre culture, pour nous-mêmes. Parce que là, le sentiment que nous avons, lorsque nous discutons dans le métier, nous ne voyons pas arriver les projets. Mais il y en a pourtant. Donc vous avez de nombreux projets, des projets même financés par l'Europe. Oui, ça, l'Europe, il y a tout ce qu'il faut comme financement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est voir sur le terrain des projets de lancer, des études de lancer et des chantiers mis en place. Mais là, ça y est, il y a plusieurs projets lancés par Cap-Nord, plusieurs projets lancés par l'Espace Sud, plusieurs projets lancés par CACASEM également. Et on est sur vraiment l'expérimentation, l'innovation. Nous avons à Martinique des espaces de co-développement. On a au CNFPT une salle de co-conception autour de laquelle les ingénieurs travaillent. Et on va même, à Paris, au niveau des écoles du CNFPT, présenter nos actions à l'extérieur. Donc ça se fait en Martinique. Maintenant, peut-être que les médias ne font pas écho suffisamment à ce qui se passe dans les collectivités et ne sont que sur le champ du sensationnel. Quand il y a un mouvement de grève, tout le monde court voir le mouvement de grève, mais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau des collectivités. Donc on ne porte pas ça suffisamment à l'écran pour que l'on sache ce qui se passe réellement en termes de travail conséquent. Et j'ai envie de dire qu'on travaille en Martinique sur ces champs-là, et dans le champ de l'environnement, dans le champ de l'écologie, on fait vraiment beaucoup d'expérimentation. Et c'est pourquoi nous vous remercions de vouloir faire écouter à la population pour comprendre qu'il y a des choses qui se mettent en place, parce qu'on était inquiets. Et je reviens sur le fait que quand on discute avec certains cadres, on est surpris de voir qu'ils ne sont pas encore actifs. Ben, certains sont très actifs. Et je veux pour preuve des associations, une association qui existe dans le domaine de l'environnement, qui regroupe tous les chefs de service environnement de la Martinique. Ils font un travail conséquent, ils échangent aussi. Sur les algues sargasses, par exemple, il y a eu une mobilisation générale de tous les cadres qui ont travaillé ensemble sur le champ. Ils ont travaillé même avec leurs collègues de Guyane et de Guadeloupe pour trouver des solutions ensemble, sans attendre sur l'État, en s'appuyant sur leur propre connaissance, leur propre expertise. Et ils ont été présentés, leurs projets, au national. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a même des chercheurs qui viennent en Martinique rencontrer ces jeunes ingénieurs et travailler avec eux. Donc les choses se font. Elles se font. Peut-être que le temps du grand public n'est pas le temps des collectivités, mais le montage d'un dossier est assez complexe. Quand on va sur le champ de l'expérimentation, il y a des phases d'études. Il faut attendre que l'étude soit réalisée pour passer à l'expérimentation. Donc ça prend un certain temps, mais ça se fait. Et je regrette simplement qu'on ne médiatise pas suffisamment ce qui se passe de positif en Martinique. Alors ce défaut de communication vient de qui ? Bon, je pense que les médias ne sont pas assez attentifs. Moi, j'en veux pour preuve, quand j'invite des médias pour une remise, par exemple, de récompenses pour des cadres territoriaux qui se sont révélés dans un domaine particulier, personne ne vient, ça n'intéresse personne. Mais s'il y a un mouvement de grève, chez moi, tout le monde arrive avec sa caméra. Voilà. On est dans le sensationnel, la recherche du scoop. Voilà. Mais on ne met pas l'accent sur ce qui se fait de bien. J'ai envie de dire que nous avons toujours la critique facile, mais on ne félicite pas suffisamment ceux qui travaillent. Voilà. Il faudra peut-être mettre des petits faux, des petits éléments qui font venir, j'aurais préféré ces médias. On soit plutôt attentif aux réalisations concrètes qui se passe en Martinique. Quand ça se passe au national, on reconnaît ce que nous faisons en Martinique, mais nous, en Martinique, on ne reconnaît pas ce que nous faisons. C'est dommage.
Et c'est surtout triste. Voilà. Enfin, à ZOP TV, on n'a pas cette formule. On sait se trouver là où il faut. Voilà. Pour faire savoir qu'il existe. Et faire connaître le savoir-faire de nos enfants, sur les enfants du pays. J'ai envie d'ajouter que nous savons tous et toutes que la Martinique est un territoire qui vieillit. Mais la fonction publique territoriale vieillit aussi. Et nous avons, à partir de l'année dernière, nous avons plus de 500 agents territoriaux qui partent à la retraite. Ils ne seront pas tous remplacés. C'est clair. Les finances ne permettent pas. Mais j'ai envie de dire, ça va laisser de la place à nos jeunes diplômés qui pourront rester sur ces postes-là. Et ce sont des postes j'ai envie de dire, des postes innovants, des postes émergents. On a besoin des spécialistes en urbanisme, spécialistes en environnement, spécialistes en finance, spécialistes en achat public, spécialistes aussi de la santé. Vous savez qu'il y a une obligation aujourd'hui de former les agents territoriaux à tout ce qui est gestes de premier secours en santé mentale. Et il y a des agents qui sont fragiles sur le plan psychique, ce sont des handicaps qui sont invisibles, mais il faut aussi s'occuper d'eux et les traiter, ne pas les mettre de côté. Donc il faut les former. On va pas former des médecins, on va former des infirmières, mais on va former des gens à trouver le déclic qui fait qu'on pourra orienter l'agent vers tel et tel acteur médical. À quel moment qu'il faut l'écouter pour comprendre qu'il est dans une situation grave. Et Dieu seul sait s'il y en a. Voilà. De plus en plus. Alors il y a les addictions, bien sûr, on travaille sur les addictions aussi, mais il y a aussi toutes les maladies de santé mentale. Et là, c'est une obligation. Et nous formons, nous avons commencé à former depuis l'année dernière, nous formons également les agents pour repérer, faire le repérage et éviter justement que tous les agents qui sont malades n'arrivent pas à l'hôpital, pour anticiper les crises. Comment ça se passe ? C'est l'agent qui décide, je veux telle formation, c'est vous qui lancez un programme, comment ça se passe ? Alors nous avons ce qu'on appelle un catalogue, une offre de formation annuelle qui est en ligne. Nous sommes un établissement moderne, éco-responsable, donc plus de papier, tout est en ligne. Et nous avons des services de ressources humaines et des responsables de formation dans les collectivités qui sont désignés. Nous travaillons en direct avec ces responsables de formation qui ont accès donc à l'offre, et les agents aussi peuvent se connecter et aller voir l'offre que l'on propose et se positionner sur les formations qui les intéressent. Il appartient ensuite au N+1, donc au supérieur hiérarchique, d'accepter ou de ne pas accepter que l'agent aille en formation en fonction justement du besoin qu'il a dans sa collectivité. Alors il se peut aussi que le chef de service demande à l'agent d'aller se former. Par exemple, si on informatise un service, il aura besoin que tous les agents connaissent le fonctionnement d'un ordinateur et puissent se connecter. Donc, ce sont des formations que l'on fait en intra, à l'intérieur de la collectivité, et tous les agents sont formés en même temps. Et puis il y a les formations en inter, où il y a des formations de toutes les communes ensemble. Alors on a aussi ces formations de préparation au concours, examen professionnel. N'oublions pas que l'agent peut monter en compétence et vouloir aussi travailler dans notre service. Si par exemple il travaille dans les finances, il va avoir envie de travailler dans le champ du social. Et pour cela, il est formé. On forme ces agents-là aussi pour changer de cap et monter en compétences. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela au CNFPT. Nous avons des formations en présentiel ou en distanciel. Alors, les préparations au concours se font sur place, mais nous avons aussi des formations au plus près de l'apprenant. Nous n'hésitons pas à mettre en place des séminaires, par exemple pour les agents du Sud, dans le Sud, qu'ils aient moins de déplacements à faire. Dans le Nord également. Alors c'est plus facile pour le Sud, un peu plus difficile dans le Nord. Ou dans le Nord, les communes sont plus rurales et c'est beaucoup plus difficile de faire venir les agents en formation. Mais on y travaille pour justement rapprocher les agents du Borne-Vert, ceux du Carbet, qui soient ensemble dans une même formation et montent en compétences ensemble. Et nous avons de nombreux Michel Morin, comme on dit chez nous, dans nos collectivités, mais qui ne sont pas suffisamment peut-être valorisés parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Et on essaie de les valoriser par le biais de la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. Donc on fait un travail monumental pour vraiment prendre en compte tous les cas de figure de la fonction publique territoriale, de façon à ne laisser personne sous le bas-côté. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir un égal accès à la formation pour tous les agents territoriaux. Les formateurs sont locaux, ils viennent de l'extérieur, comment ça se passe ? Alors nous sommes aussi, j'ai envie de dire, des recruteurs, puisque nous faisons travailler plus de 150 formateurs. Alors il y a deux types de formateurs. Les formateurs qui viennent de collectivités, qui sont des cadres territoriaux, parce qu'il nous faut des praticiens aussi. Il ne faut pas que des personnes qui soient universitaires, par exemple, il faut des praticiens. Ils connaissent le terrain. Ils connaissent le terrain, donc une formation locale. Et puis des praticiens de l'Hexagone pour des thèmes très pointus où on n'a pas de cette compétence-là en Martinique. Donc on fait appel à des formateurs extérieurs qui sont cabinets, qui vont venir pour une mission pour former les agents territoriaux.
Et puis nous avons une palette de formations en ligne, des ressources pédagogiques aussi. Nous avons des vidéos pédagogiques aussi, et ce qu'on appelle des MOOC, donc des séminaires en ligne qui sont gratuites, qui sont accessibles à tout le monde. Et n'importe quel agent territorial qui veut se former, qui veut apprendre l'anglais par exemple, peut de chez lui ouvrir son ordinateur, prendre son téléphone portable et apprendre l'anglais librement, apprendre s'il veut se connecter, s'il veut faire Photoshop par exemple, apprendre à faire des photos, il peut le faire aussi de son téléphone portable. Et nous avons aujourd'hui une multitude de possibilités, de palettes de formation gratuites pour tous ceux qui veulent se former, c'est possible aujourd'hui. Là, nous avons vu tout ce panel de formation. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, nous parviendrons à faire cohabiter ensemble les donneurs d'ordre et les exécutants, les cadres des territoriaux qui sont au mandatement, qui sont dans tous ces éléments-là, parce que le phénomène copier-coller, on a souvent subi ce phénomène-là, on s'est trouvé devant des dispositions qui se terminent au tribunal. Est-ce que là, demain, vous pensez qu'un jour, on pourra harmoniser tout cela? Oui, moi je suis optimiste dans la mesure où nous avons déjà lancé au CNFPT des expérimentations qui se sont révélées très productives. J'en veux pour preuve au Morne Rouge, nous avons réuni, c'était pendant le confinement, donc nous avions la grande salle, Madame le maire a mis en disposition, et nous avons réuni autour de table ronde à la fois des élus, des femmes élues et des femmes cadres. Et nous avons travaillé sur des thématiques comme la santé, comme le transport, comme l'environnement, comme l'égalité professionnelle femmes-hommes, comme le bonheur au travail, par exemple. Et nous avons travaillé autour de table avec des élus et des cadres. Et ça s'est très très bien passé. Et il y a eu un rapprochement très intéressant. N'oubliez pas qu'il y a aussi des cadres qui sont élus. Donc c'est intéressant aussi de croiser les regards. Un cadre territorial, dans le cas de Madame le maire de Fos-Saint-Denis, qui est cadre territorial, qui est également maire. Donc quand on a la chance d'avoir ce type de personnel, eh bien on se saisit de ce personnel-là pour mettre un exemple et pour leur poser des questions et pour leur dire mais qu'est-ce qui vous pose problème au niveau des cadres territoriaux, qu'est-ce qui vous pose problème au niveau des élus, et mettre du lien dans tout ça. Nous avons par exemple une jeune équipe à Ducos, ce sont des jeunes femmes qui sont cadres territoriales aussi, qui sont arrivées aux dernières élections municipales et qui ont un regard différent de nos élus, j'ai envie de dire, historiques. De l'époque. Historiques, voilà, qui elles se forment. Ce sont des femmes, elles se forment. Elles savent ce que c'est que la formation et quel levier ça permet. Et elles sont sur ce champ-là et elles permettent aux cadres, justement, de venir en formation aussi avec elles. Quand on présente le projet de loi de finances, vous avez à la fois des cadres territoriaux, mais vous avez aussi des élus en charge du budget. Donc il y a des relations naturelles qui se passent. Et il faut favoriser ce type d'échange. Je crois qu'il faut arrêter de chacun travailler dans son coin. Il faut parler du même langage. Surtout quand on parle de finances, le même langage. Et puis écouter pour comprendre, voilà. Et souvent, on n'écoute pas suffisamment. On est souvent dans la réactivité et pas dans l'anticipation. Donc il faudrait revoir tout cela pour lisser les choses et se dire qu'on est ensemble pour le même combat, pour que la Martinique gagne, pour que la Martinique avance, pour que la Martinique produise. Et ce sont nos enfants qui sont dans les collectivités. Ce sont des Martiniquais et des Martiniquaises qui sont au sein des collectivités. On a des cousins, des cousines, tout le monde a quelqu'un dans une commune. Donc on sait que ce sont des Martiniquais qui ont envie de faire avancer la Martinique, qui ne sont pas le coude sur un dossier, qui ont envie de faire avancer aussi les choses. Alors comme dans tous les secteurs, il y a des bons et des mauvais. Dans le secteur privé, il y a aussi des salariés qui ne sont pas compétents. À leur place. Voilà. Sauf que dans les collectivités, c'est plus difficile, on peut pas les mettre dehors. Dans le privé, on vous dit merci. Dans le secteur de la fonction publique, on ne peut pas vous mettre dehors, donc vous êtes là quand même. Mais c'est un manager, c'est son travail, justement. Un leader, c'est ça. Il doit pousser, justement, l'agent vers le dépassement de soi, la transformation. Et souvent, quand on leur fait une remarque écrite, ils se sentent menacés, et finalement, ils s'énervent. Moi, je crois que dans chaque être humain, il y a, j'ai envie de dire, une pépite. Il faut que le manager trouve la pépite et mette l'agent en confiance. Quand il l'a mis en confiance, je crois qu'il va travailler. Mais si vous admettez quelqu'un à faire un travail, vous ne lui expliquez pas pourquoi il fait ce travail-là, quelle est la vision que vous avez du travail qu'il fait, quelle reconnaissance il a, que c'est une mission de service public qu'il accomplit. Si on ne lui dit rien, on le met dans un coin à faire un travail répétitif, il le fera contre-cœur. Voilà. Par contre, il va s'investir dans le secteur associatif, dans sa commune. Et il sera brillant. Mais il va s'investir dans son travail de tous les jours. Donc c'est un travail de management. Le repérer.
C'est un travail de management qu'il faut faire, qui manque aussi, je pense, dans les collectivités. Il faut aussi que quand on est sur un poste de responsabilité, on puisse avoir envie de faire monter les autres et ne pas avoir peur qu'ils montent, qu'ils vous dépassent. Et puis, ne pas regarder l'épaisseur de son diplôme. Voilà. Et j'ai envie de dire que même quand on est diplômé, il faut continuer à se former. Un médecin, par exemple, il n'arrête jamais de se former, sinon il est dépassé très vite. Donc un agent territorial doit se former en permanence. Et en se formant en permanence, il est au fait des réalités, il est au fait des évolutions. Il faudra avancer la Martinique. Il sera fier de la faire avancer surtout. Ça, nous avons du travail. Beaucoup de travail. Oui, il y a du travail. Dans tous les champs, il y a du travail. Mais moi, j'y crois. Heureusement, il y a des gens qui font le boulot. Qui font bien leur boulot. Et puis, on a quelques éléments qui vous abîment. Déviants. Qui vous abîment. Mais qu'il faut remettre dans le droit chemin. Mais des fois, pour les remettre dans le droit chemin, ce qui est désolant, si l'administré en face ne s'énerve pas, pour lui faire comprendre que ce que tu fais, c'est complètement idiot, il continue à œuvrer dans le mauvais sens. Et souvent, on a vu des personnes s'énerver, mais lourdement, pour voir le changement ou de l'agent ou le changement de comportement de l'agent. Oui, ça arrive partout. J'ai envie de dire, moi, lorsque je me rends au CHU aussi, je peste aussi quand il me faut attendre, me donne rendez-vous à 1h, et puis 1 heure après, je suis encore là, je peste aussi. Ça, c'est légitime. Quand on attend un service, on a envie d'être entendu, écouté. C'est normal qu'on ait cette réaction-là. Nous sommes tous aussi des citoyens. Un agent territorial, c'est avant tout un citoyen aussi, c'est un habitant d'une commune. Il paye ses impôts aussi. Donc, il faut qu'il prenne conscience que le travail qu'il a est un travail de mission de service public à accomplir. Et il ne doit pas faire passer sa crise de la veille de son foyer sur l'administré. Voilà. Et malheureusement... Mais j'ai envie de dire, c'est une question pour moi de gouvernance à l'intérieur de la collectivité. Quand il y a une bonne gouvernance dans une collectivité, les agents, même qui traînent les pieds, ils rentrent dans les rangs. Voilà. Mais si on ne prend pas en compte l'intégralité des agents, si on ne tient compte que des cadres, l'encadrement simplement, et on délaisse les autres, ils vont rester sur leur position. Il faut savoir aussi dynamiser les équipes. Et pour les valoriser, vous avez quoi comme formule ? Alors pour les valoriser, nous avons des formations managériales, justement, des formations, par exemple, qui permettent au cadre de réfléchir lui-même à sa propre posture. Parce qu'on veut toujours changer les autres sans se changer soi-même. Donc il faut d'abord prendre conscience de ce que l'on est, d'abord, de l'estime de soi que l'on a, et pour se transformer, et après mieux transformer les autres. Voilà. Donc c'est ce travail-là que nous faisons au CNFPT. C'est un travail de longue haleine, puisque, comme vous le savez, les gens partent à la retraite. Donc il faut en former d'autres chaque fois. Et souvent, de jeunes cadres ne se reconnaissent pas du tout dans les collectivités. Parce qu'ils ont des diplômes, ils arrivent diplômés, et comme ils sont jeunes, on les met un peu de côté, en disant aux jeunes pas connaître rien. Et alors que le jeune a envie aussi de s'investir dans son pays, quand il a fait des études à l'extérieur. Donc il faut aussi qu'il y ait un tutorat intergénérationnel qui se mette en place. Nous formons aussi les cadres à ça. On l'a expérimenté. Lorsque un agent doit partir à la retraite, 5 ans avant son départ à la retraite, on le forme à passer son savoir aux plus jeunes. Passer le relais. Et ça se travaille. On n'arrive pas à transmettre comme ça. La transmission, c'est essentiel dans une collectivité. Et il faut pouvoir être formé à cela pour pouvoir transmettre aussi aux plus jeunes qui prendra sa place au départ à la retraite. Madame Pujard, ça a été un plaisir de vous écouter pour vous comprendre ce qui se passe dans nos collectivités. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle ? J'ai envie simplement de dédier cette émission à un cadre territorial qui nous a quittés récemment. Il s'appelait Philippe Sivera et il nous a quittés récemment, malheureusement. Voilà. Et de dire à tous les agents territoriaux que le CNFPT est ouvert et à leur côté pour la montée en compétences. De ne pas hésiter à franchir la porte. Vous êtes basé où ? À Fort-de-France et dans Abricot. En tout cas, merci. On vous a écouté religieusement. On a compris votre mission, la mission de tous ceux qui sont autour de vous pour former nos cadres, former nos agents. Mais le seul élément qu'on regrette, nous, citoyens, c'est que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'élus de former. Et il est urgent pour nous d'avoir des élus de former pour qu'on évite de voir aujourd'hui, dans cette démocratie, le plus grand parti politique qui existe, c'est l'abstention. Voilà, simplement parce qu'on est déçu de nos élus. Et puis, il y a du travail. Et les jeunes se forment, les jeunes élus se forment.
Mais très souvent, il y a des élus jeunes qui sont plus vieux que les anciens, malheureusement. En tout cas, merci encore. Merci. La meilleure solution, c'est d'écouter pour comprendre. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, on a été tranquille chez vous. On s'est installé chez vous. On vous a donné tous les éléments. 16 000 combien? 700. 16 700 territoriaux en Martinique. Ça fait... 13% du salariat en Martinique. Ça pèse dans l'économie du pays. Merci encore et à très bientôt. Merci.